Je donne la parole tout de suite à Valéria Lobasenko. Bonjour. Je vais me présenter encore une fois. Je m'appelle Valéria Lobasenko. Je suis doctorante au laboratoire de l'économie appliquée de Grenoble. Et je suis ravie de vous présenter une partie de nos recherches sur la recherche et l'innovation en Russie. L'organisation de la recherche et de la politique scientifique en Russie a été l'objet ces dernières années de nombreuses transformations, tant positives que négatives. Mais depuis 2004, l'État s'est efforcé de réinvestir dans la recherche en redéfinissant les prérogatives et les responsabilités des acteurs. Les nombreux organismes consacrent leur activité à la recherche scientifique, à l'enseignement supérieur et à la technologie en Russie. Le ministère de l'Éducation et de la Science met en œuvre les orientations décidées en matière de recherche par plusieurs conseils. C'est le conseil scientifique de la ministère de l'Éducation et de la Science et le conseil de la jeunesse dans le domaine scientifique et pédagogique composé de jeunes scientifiques. Alors, les acteurs principaux de la recherche sont les académies de sciences, les centres de recherche d'État, les universités, les fondations publiques et les agences fédérales. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les acteurs parce qu'on n'aura pas assez de temps. Par contre, vous pouvez trouver l'information dans notre article. L'acteur principal de la science est l'Académie des sciences de Russie. Elle est fondée en 1724 par Pierre le Grand. Il se compose de l'Académie elle-même et de 470 instituts de recherche scientifique sur tout le territoire de la Fédération, ainsi que d'autres unités telles que les bibliothèques, les hôpitaux et les unités de publication. Si on regarde les chiffres, en 2000, l'Académie des sciences de Russie comptait 435 académiciens et 656 membres correspondants et employés en général 500 700 personnes. En 2011, si on compare, on peut compter 531 académiciens et 769 membres correspondants et l'Académie employée 55 000 personnes. Il existe également 5 autres académies. C'est l'Académie russe de sciences agricoles, l'Académie russe de sciences médicales, l'Académie russe de l'éducation, l'Académie de l'architecture et de l'ingénierie civile et l'Académie des arts. Les autres acteurs de la recherche, c'est les instituts de recherche et les centres de recherche d'État. Les instituts de recherche sont très nombreux et souvent de très petite taille. Il existe environ 2000 sur tout le territoire, avec parfois moins de 100 personnes employées. Les recherches menées dans ces instituts sont de toute nature, fondamentales, expérimentales et appliquées. Il existe aussi 52 centres de recherche d'État. Né après la restructuration du contexte militaro-industriel et la transition politique de 1991, les 52 centres de recherche d'État sont des centres de recherche stratégiques, souvent dotés de gros moyens financiers, techniques et humains. Oui, ils dépendent directement du gouvernement. Depuis la dernière décennie, on peut noter la baisse du nombre d'organismes de recherche. Cette diminution est le résultat de nombreuses réformes menées en Russie dans le domaine de la science et de l'éducation et aussi celui de la modernisation de l'Académie de sciences de Russie et de la mutualisation des moyens. Le nombre d'organismes engagés dans la recherche fondamentale et la recherche et le développement était de 4099 en 2000 et en 2012, ce chiffre a passé à 3566. Ça veut dire qu'il y a une baisse de 13% du nombre d'organismes engagés dans la R&D. Dû à ce fait,
d'abord, on va regarder sur la structure des organismes engagés dans la R&D. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup moins d'organismes de recherche scientifique et d'organismes de projets de recherche. Par contre, en 2012, il y a plus de bureaux de construction, plus d'entreprises compétentes et plus d'universités et de centres de formation supérieure. Comme il y a moins d'organismes de recherche, il y a forcément moins de personnel engagé dans la R&D. Le ratio du nombre de personnel R&D pour 10 000 salariés dans l'économie est de 125 personnes en Russie, à comparer à 149 personnes pour la France et 228 personnes pour la Finlande. De même, le ratio du nombre de chercheurs pour 10 000 salariés dans l'économie est de 66 pour la Russie, 89 pour la France et 166 pour le Finlande. Alors on peut dire que ce chiffre reste assez bas. Sur le graphique, on peut voir que cette diminution elle est constante. Il y a moins de personnel engagé dans la R&D et parmi eux, il y a moins de chercheurs. Un autre problème qui existe pour tout le domaine de la recherche, on va dire, c'est un problème, c'est un problème important de la science russe en général. En particulier, c'est un problème pour l'Académie de sciences. En 2012, la proportion de chercheurs de moins de 39 ans dans le nombre total des chercheurs était de 30,3%. Alors que le gouvernement cherche à attirer des jeunes vers ce métier, 64% de directeurs d'instituts et 34% de chefs de laboratoire ont plus de 70 ans. Sur le prochain slide, on va voir le graphique. Ce graphique, c'est la distribution par âge des académiciens de l'Académie de sciences de Russie. Et c'est quand même, ça montre bien le problème parce que la plupart des académiciens ont, dans la tranche de 70 ans à 79 ans. Il y a seulement 3 académiciens qui ont moins de 50 ans. Il existe aussi une baisse de la production d'articles scientifiques et leur citation. Durant la période de 1995 à 2005, les scientifiques russes ont publié 286 000 articles scientifiques cités dans le monde 971 500 fois. À la fin de 2005, la Russie a été classée 8e rang mondial pour le nombre d'articles scientifiques et était sur la 18e place pour la fréquence de leurs citations. Les publications russes restent cependant peu traduites et de ce fait peu reconnues mondialement. Et un chiffre illustre bien ce point que dans les revues scientifiques mondialement reconnues, la part des publications scientifiques russes s'élevait à 3% du nombre total des publications durant la période de 1999 à 2003. Si on regarde sur la période de 2003-2008, ce chiffre était inférieur à 2%. Si on regarde sur les disciplines où la Russie est forte, c'est la physique, la mathématique, la chimie et les sciences de la Terre. Par contre, les sciences de la vie font la partie de la direction prioritaire russe du pays, voilà. Mais les travaux, et les travaux des biologistes russes commencent à être reconnus. Les économistes et les sociologues russes restent pour ce moment sans reconnaissance internationale. Le budget. Alors, on voit la croissance du budget fédéral de la recherche. Et il y a 15 ans, ce budget était 0,36% de PIB. En 2009, il est passé à 0,56% de PIB. En 2011,
il était au niveau de 0,58% de PIB. Sur le montant total de dépenses fédérales et assurances civiles, 71% sont consacrés à la recherche appliquée et le 29% à la recherche fondamentale en 2011, alors qu'en 2000, les pourcentages étaient de 53% et 47% respectivement. La distribution de dépenses courantes selon le type de travail et les secteurs d'activité. Alors, on peut voir facilement que le secteur des entreprises consacre la plupart de plus de 80% de ses dépenses sur le développement. Le secteur d'enseignement supérieur et les établissements non lucratifs dépensent beaucoup sur la recherche appliquée, ce qui est sans surprise. Et le secteur public donc plus de 30% sur la recherche fondamentale et le développement. Par contre, la recherche appliquée reste, les dépenses pour la recherche appliquée restent assez modérées dans le secteur public et le secteur des entreprises. La structure, les chiffres de dépenses intérieures brutes pour la recherche et le développement déclinés en fonction des différents domaines prioritaires du développement du pays sont sur ce graphique. On peut voir qu'une grande partie des dépenses va sur les transports et les systèmes spatiaux. Et deux autres domaines assez coûteux sont les systèmes d'information, l'efficacité énergétique et l'énergie nucléaire. Sur ce graphique, on peut voir que le salaire moyen du personnel engagé dans la R&D est sur l'augmentation constante. Il y a si on ne prend pas en compte la crise de 2008, alors 2009 il est un peu plus bas, mais c'est une augmentation constante. Le salaire moyen mensuel des scientifiques est passé de 80 € par mois à 600 € environ par mois, ce qui constitue un effort important du gouvernement. Cette forte augmentation reste toutefois insuffisante pour attirer les gens vers la science. La raison est le niveau élevé de coût de la vie en Russie, en particulier à Moscou et les autres grandes villes. Ainsi, selon la dernière recherche sur le coût de la vie, Moscou s'est situé à la 4e place dans le monde et la première en Europe en termes de coût de vie en 2012. Alors les gens scientifiques ont toujours des grosses difficultés pour nourrir une famille avec ce niveau de salaire. Il est aisé de comprendre pourquoi les jeunes émigrent vers l'étranger ou bien se reconvertissent dans les entreprises commerciales quittant ainsi la recherche et le développement. On peut aussi regarder sur le taux d'inflation en Russie. Alors ce graphique il va jusqu'à 2012. Alors il y avait une série de crises en 2008 et il n'y en a pas sur le graphique, c'est 1999. Alors le taux d'inflation a commencé à se stabiliser et à diminuer, ce qu'on peut voir sur le graphique. Il est passé en 12 ans de 20% à 6,5% annuel. Par contre, si on prend en compte les derniers événements et on va dire la crise de 2013-2014, le taux d'inflation en 2014 il est à nouveau 11,36%. Voilà, on s'approche à la fin. En conclusion, je peux dire que le gouvernement russe a pris conscience de la nécessité pour ce grand pays à se doter des organismes de recherche organisés et efficaces, de taille moyenne, où la pluridisciplinarité et l'innovation sont encouragées. Il est encore trop tôt pour tirer les conclusions sur l'efficacité des réformes en cours. Le simple fait qu'elles soient mises en œuvre est déjà encourageant. Par contre, on peut
affirmait que l'hémorragie des jeunes chercheurs persistera tant que le niveau de leur salaire restera encore si bas en comparaison avec le niveau de salaire des chercheurs européens notamment. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être déjà proposé qu'elle rentre dans l'Académie des sciences pour faire descendre un peu la moyenne d'âge. Est-ce que vous avez donc des questions à poser, sachant qu'il ne faut pas anticiper non plus sur les deux autres interventions, sur les questions d'innovation et de recherche et développement, peut-être orienter les questions davantage sur des éléments bien spécifiques que Valéria nous a présentés. Alors je vois déjà 2 doigts se lever, on prendra 2, 3 questions maximum. Est-ce que vous avez besoin d'un micro? Non. Alors j'ai une dame ici, je lui donne la primeur, et puis à vous monsieur ensuite. Bon, j'ai simplement une question sur le niveau de l'enseignement. Est-ce qu'il s'est amélioré? Est-ce qu'au contraire il dégrade? Existe-t-il des organismes d'enseignement privés? Parce que vous n'avez parlé que de l'État. Oui. On n'a pas parlé des universités là aujourd'hui, hein, donc, oui. Mais c'est vrai qu'on a parlé de la recherche. Oui, mais je parle de la formation des chercheurs, donc au départ des filières. Oui, bien sûr. Oui, alors il existe plusieurs types des universités. Alors on va dire que c'est les universités, les instituts, les académies. Les universités, il existe les universités d'État et les universités privées. Il existe aussi un autre type d'université récemment, c'est l'université fédérale qui regroupe plusieurs universités pour donner une formation plus complète. On ne peut pas dire que l'enseignement supérieur a une qualité, en meilleure qualité ou pire en général, parce que ça dépend de l'université, ça dépend du niveau d'études, parce qu'il y a les études de niveau de licence en France et les baccalauréats en Russie. Les niveaux de spécialistes, c'est bac plus 5. Et les magistres, c'est bac plus 6. On peut dire qu'il y a une base soviétique très significative en Russie pour les universités. Le gouvernement fait les efforts pour améliorer et pour améliorer le niveau d'éducation partout, mais dans les grandes villes et dans les petites villes. Voilà, j'ai répondu à votre question. Donc la question de monsieur. Oui, question de groupe. À quel point ces statistiques sont fiables? La plupart des chiffres ont été pris sur les sites et dans les revues statistiques officielles. C'est sur le site Eurostat et puis dans les revues russes, gouvernementales. Et on trouve que c'est des chiffres assez fiables si on les prend sur les sites nationaux. Des chiffres officiels. Oui. Ça ne répond pas forcément à la question. Est-ce qu'on peut peut-être prendre encore une question? Alors pour madame, et puis après on arrêtera les questions. La coopération internationale, donc au niveau des jumelages et tout ça, depuis quand donc la Russie au niveau des recherches avec l'INPG, vous êtes rentré donc sur Grenoble. Depuis quelle année la coopération scientifique avec l'INPG et les recherches internationales? Vous avez une coopération avec Grenoble? Non, l'université aussi, voilà, donc, mais entre autres, par rapport à des années, bah oui, en médecine, en droit. Oui, justement, je cherche l'année. Moi, je peux répondre à Sylvie. Donc, ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, il y a une coopération qui est déjà assez ancienne. Alors, d'abord, le CNRS en tant que tel, et notamment les gens du CNRS et du CEA de Grenoble, contribuent beaucoup avec
l'Académie des sciences de Russie, et c'était ça depuis au moins 30 ans. Même du temps soviétique, ça existait déjà des coopérations, mais elles se sont déployées plus après le changement de la transition politique. Ensuite, je dirais que ce qu'on peut mentionner là de plus connu au niveau scientifique, c'est les relations qui existent avec l'Université de Moscou, les relations avec l'Université de Saint-Pétersbourg, les relations qui existent avec Irkoutsk, qui sont tout à fait exemplaires parce qu'elles sont dans un domaine médical. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine médical, mais je dirais que la France, par Irkoutsk et Grenoble, il y a une vraie relation là, ancienne aussi, hein, qui date au moins d'une quinzaine d'années. Et puis il y a d'autres coopérations. Il y a la plus récente, c'est ce que vous avez cité, M. Okura, c'est celle de Zelenograd, qui vient d'être passée. Donc Zelenograd, c'est une ville, je dirais, à l'ouest de Moscou, au sud-est de Moscou. Et là, c'est une, je dirais, coopération tout à fait intéressante, dans la mesure où elle rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'on fait aujourd'hui, là, ensemble, dans la mesure où il y a donc une université russe, Zelenograd, Grenoble, l'université, mais aussi une entreprise comme ST Micro qui sont impliquées dans cette coopération. Donc ça lie en fait tous les partenaires, donc ça c'est bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On remercie donc Valeria Lovasenko de son intervention.